Donc, bienvenue à cette conférence sur le thème de la gouvernance du climat. Donc, on va s'interroger sur les réponses concrètes face à l'urgence climatique. Qui gouverne le climat, c'est le titre de la conférence, mais on pourrait se poser la question de façon peut-être un peu plus provocante. Y a-t-il quelqu'un pour gouverner le climat? Donc, c'est la question qu'on va se poser. Quels progrès peuvent être envisagés? Donc, on examinera le rôle des Nations Unies, on parlera des fameuses COP, on parlera de l'Union européenne qui vient de mettre en place des nouvelles mesures. On parlera aussi des accords commerciaux. Mais avant toute chose, je vais présenter nos deux intervenants que je remercie pour leur présence. Alors, Christophe Cassin, à ma gauche, vous êtes chercheur et directeur adjoint du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, un groupe de recherche interdisciplinaire. Et vos recherches portent sur l'histoire de la gouvernance climatique internationale et la construction des stratégies nationales de décarbonation. Christophe Gouel, vous êtes économiste, directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous êtes également conseiller scientifique au CEPI, un centre de recherche, et vous êtes spécialiste de l'agriculture, des marchés de matières premières et du commerce international. Et donc, je vais aussi me présenter. Donc, je suis Laurent Mauriac, je suis cofondateur d'un média numérique hebdomadaire qui s'appelle Brief Eco et qui vise à expliquer en fait l'économie en s'appuyant sur l'actualité. Et vous avez les renseignements ici. Si vous voulez découvrir notre média, vous pouvez accéder à un mois gratuit d'essai. Et pour vous donner un exemple, le dernier numéro portait sur la crise du logement. Donc, chaque semaine, on a un dossier explicatif à partir de l'actualité économique. Alors, pour engager la discussion, on peut peut-être partir d'une contradiction. D'un côté, l'urgence climatique n'a jamais été aussi forte. L'élévation de la température par rapport au niveau pré-industriel se situe désormais aux alentours de 1,5 degré, donc ce qui était la borne basse de l'accord de Paris qui a été conclu il y a 10 ans. Mais notre capacité collective pour répondre à cette urgence ne semble pas progresser. Et on peut entamer cette exploration de la gouvernance climatique avec le rôle des COP, dont on parle beaucoup, ces grandes conférences internationales qui suscitent souvent des espoirs déçus. Christophe Cassin, on va commencer avec vous, puisque vous avez soutenu une thèse il y a quelques années sur justement les négociations internationales sur le climat. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une COP et qu'est-ce qu'il faut en attendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas en attendre? Merci pour cette question. Merci pour l'invitation également à cette table ronde. Alors, les COP, donc les conférences des parties, c'est l'organe suprême de décision d'un point de vue international en ce qui concerne les traités climatiques. Depuis donc la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a été adoptée en 1992, puis le protocole de Kyoto et plus récemment l'accord de Paris. Donc c'est un organisme de décision qui se caractérise effectivement sous la forme d'une conférence qui a lieu pendant 15 jours, souvent à l'automne ou la fin de l'automne, qui rassemble plus de 190 pays autour de la table, donc tous les signataires de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique et des traités qui ont suivi. Donc c'est un processus quand même très ambitieux, très large, alors bien sûr, très laborieux également, puisqu'il faut arriver à mettre tous les parties. Alors les parties sont les signataires à la Convention, donc d'accord autour d'un texte final qui qui va porter sur différents sujets, les objectifs climatiques, l'ambition, donc les enjeux de financement, l'adaptation au changement climatique et puis plus récemment les enjeux de transition juste, et on y reviendra aussi, de commerce. Donc ces COP, elles ont débuté, enfin la première COP elle date de 1995 puisque la convention cadre a été adoptée en 1992. La convention a été ratifiée en 1994 et la première COP a lieu en 1995. Récemment, à Belém a eu lieu la COP 30, donc 30 COP. Il y a juste une année où il n'y a pas eu la COP, donc c'était au moment du Covid, elle a été reportée d'une année à Glasgow. Voilà, donc la COP, et c'est donc comme je l'ai dit, ce qu'il faut savoir également, c'est que avant les COP, vous avez un temps de préparation également à Bonn, au printemps, avec les ministres de l'environnement et de l'énergie qui se rassemblent pour préparer la future COP, ce qu'on appelle les intersessions. Ça dure également 15 jours.
Et ça se déroule donc à Bonn, là où se situe le secrétariat de la Convention des climatiques. Alors, qui est présent, peut-être un mot sur qui est présent pendant les COP, hein, donc, vous avez donc les délégations de ces 190, plus de 190 pays donc, signataires à la Convention, qui sont là donc pour négocier autour des différents sujets que j'ai évoqués, mais pas que. Vous avez également des ONG, vous avez également des organisations internationales, des entreprises, des scientifiques également, qui sont là en tant qu'observateurs de la négociation. Vous avez d'un côté les négociateurs qui négocient dans ce qu'on appelle la zone bleue. Donc c'est vraiment la zone réservée pour les délégations. Et c'est là où on va négocier dans le dur. Hein, et en dehors, vous avez ce qu'on appelle, alors maintenant depuis une dizaine d'années, la zone verte, où sont présents de manière beaucoup plus active les représentants de la société civile, les acteurs non étatiques, comme on dit dans le jargon onusien, donc les ONG, les scientifiques, les représentants de différents lobbies, les entreprises, les organisations internationales, mais certains d'entre eux, malgré tout, sont présents également dans la zone de négociation avec les parties. Et vous parliez de décisions qui étaient prises. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la COP est décisionnelle ? Alors, la COP, comme je l'ai dit au tout début, hein, c'est un organe décisionnaire donc, qui va acter des traités qui vont être pris donc sur le climat. Donc, ça a été le cas notamment du protocole de Kyoto, de l'accord de Paris également en 2015. Ce sont des accords juridiques, donc juridiquement contraignants. C'est le cas de l'accord de Paris, qui est censé être reconnu, dont les objectifs doivent être reconnus par les pays qui ont signé, qui ont ratifié donc l'accord de Paris. En particulier, les pays s'engagent à régulièrement transmettre auprès de la Convention climat des objectifs climatiques. Par exemple, la France s'est dotée d'un objectif, a adopté un objectif de neutralité carbone en 2017 dans une loi, avec adossé à une stratégie nationale bas carbone qui est censée permettre d'atteindre cette neutralité carbone à 2050. L'Europe a fait de même également. Voilà. Donc les pays ont l'obligation de transmettre ces objectifs. C'est un exemple en fait de décisions prises par la COP et qui ont un impact après sur les politiques nationales. Christophe Goël, quel bilan vous tirez de ces COP ? Alors, ce qui est important, c'est que ces COP, elles ont permis que les pays se coordonnent et se donnent des objectifs. Il y a eu différentes phases, et la première grande phase, ça a été l'accord de Kyoto. Et l'accord de Kyoto, c'est en partie un échec, mais qui nous a amené à... Peut-être on peut rappeler, non ? C'était vers quelle année l'accord de protocole de Kyoto ? C'était dans les années 1997. Oui, c'est ça. Et donc, mais les échecs du protocole de Kyoto nous ont permis de développer les bases de ce qu'on a aujourd'hui avec l'accord de Paris. Alors pourquoi c'est un échec en partie l'accord de Kyoto ? C'est qu'il vient définir des objectifs d'un point de vue top-down. Donc ça va être au sein de l'accord, on définit une cible d'émissions et un marché carbone pour limiter cela. Et donc ça veut dire que on va avoir potentiellement des transferts financiers très importants entre certains pays, parce qu'on a pris une référence qui était 90, moment où on a l'Union soviétique qui s'effondre, et donc on a énormément de quotas carbone potentiels de ce point de vue-là, et ce qui fait que cette idée de marché carbone qu'on a derrière Kyoto, elle va jamais vraiment bien marcher. Mais elle va poser des bases. L'Europe va se mettre en ligne avec Kyoto à travers les marchés ETS, donc on va commencer à décarboner de ce point de vue-là. Et l'accord de Paris part d'une logique complètement différente qui va être une logique bottom-up. À savoir que ça va être les pays qui vont définir eux-mêmes leur contribution au climat, à combien ils vont se décarboner. Et on n'aura plus un instrument global, mais la décision des instruments va être faite au niveau de chaque pays. Parce que ça, c'était un point de crispation qui a posé problème. Une des raisons pour lesquelles les États-Unis, justement, n'ont jamais ratifié, parce que dans Kyoto, il n'y avait pas de contraintes pour les pays pauvres. Il y avait un marché qui créait potentiellement des transferts importants, mais qui n'ont pas beaucoup eu lieu. Donc voilà, c'est un certain nombre de choses qui aujourd'hui, on est passé d'un mécanisme qui marche un peu mieux, mais qui est par nature moins contraignant.
Et du fait qu'il est moins contraignant, il ne peut pas forcément satisfaire les objectifs. On voit bien, on est en train de rater la cible de l'accord de Paris, mais on a réussi à embarquer plus de monde. On a réussi à embarquer les pays pauvres qui se donnent des objectifs, même s'ils ne sont pas toujours très ambitieux. Voilà. Alors, le fait qu'on rate la cible, c'est parce que les objectifs ne sont pas tenus ou les objectifs ne sont pas fixés? Ou les deux, peut-être? Alors, il y a des objectifs fixés au niveau global. On se fixe des objectifs au niveau de l'accord de Paris. Mais ensuite, la mise en œuvre de ces objectifs se fait à travers les NDC, donc les National Determined Contribution des pays. Donc, chaque pays annonce quel va être son niveau de décarbonation. Mais personne ne met en cohérence ce niveau de décarbonation avec l'accord de Paris. Par contre, au bout de 5 ans, on prévoit un stock take, un moment où on va faire un bilan de où est-ce qu'on en est des émissions et des ambitions, et on est censé rehausser ces contributions. Évidemment, on prend du retard parce que chacun se regarde un petit peu. Est-ce que les autres s'engagent vraiment? Est-ce qu'ils commencent? Les pays en développement mettent des contributions qui sont conditionnelles à des financements et à des contributions des autres pays. Donc, c'est compliqué. Mais il y a des avancées et il y a des groupes de pays comme l'Union européenne qui tentent quand même de s'engager, de mettre vraiment des contributions qui sont cohérentes. Alors après, est-ce que tout est bien décliné? On peut en discuter. Mais derrière, voilà, il y a des ambitions différentes entre les pays, mais elles sont là. Alors, vous disiez que une des forces des COP et de l'accord de Paris, c'était le fait que tout le monde, tous les pays étaient autour de la table et étaient signataires, donc ce qu'on appelle le multilatéralisme. Là, il y a 2 obstacles quand même majeurs qui sont apparus. Enfin, il y en a un qui est très ancien, parce que vous y avez fait allusion, c'est quand on suit les COP, on voit que c'est souvent des logiques de blocs qui s'affrontent en fait les uns contre les autres, et notamment les pays du Nord et les pays du Sud. Donc peut-être est-ce que vous pourriez revenir là-dessus et puis expliquer un petit peu cette opposition. Et puis là, quand même, ce qui se passe récemment, c'est la défection des États-Unis. Donc je pense qu'on pourra aussi en dire un mot. Donc si on commence par l'affrontement Nord-Sud, Christophe Cassin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi il y a cette opposition? Alors, c'est une opposition qui est centrale et très ancienne, en fait, et qui s'articule autour de la question de l'équité des engagements pour lutter contre le changement climatique. Dès le début des négociations climat, les pays du Sud ont, donc à l'époque, c'est les pays du tiers-monde et auxquels on rajoute la Chine et l'Inde, notamment, ont bien fait savoir qu'ils ne s'engageraient pas dans une action climatique contraignante avant que si les pays du Nord ne faisaient pas de même en premier. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont responsables du changement climatique. En tout cas, au début des années 90, sont les principaux émetteurs d'un point de vue historique. Donc il y a un principe d'équité dans la Convention qui est extrêmement important, qui est mentionné dans l'article 3, c'est le principe des responsabilités communes mais différenciées. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ce principe? C'est-à-dire que tous les pays sont responsables du changement climatique parce que tous les pays émettent, même les pays du Sud, les pays les plus pauvres. Mais certains pays sont plus responsables que d'autres, et en particulier les pays industrialisés qui ont profité de la révolution industrielle depuis la moitié du 19e siècle. Donc ça concerne les pays de l'OCDE essentiellement. Voilà. Donc là, c'était une condition de la part des pays du Sud de dire « Ok, nous, on veut bien signer la Convention, on veut bien être partie prenante des négociations, mais c'est aux pays du Nord à faire des efforts d'abord et à nous aider d'un point de vue financier et technologique pour engager notre transition et nous adapter au changement climatique. » Ça, c'est un point important. Alors, et petite remarque, ce principe-là d'équité, il rejoint aussi l'enjeu du développement. C'est-à-dire les pays du Sud, leur priorité, à l'époque, c'est leur rattrapage économique. Ça l'est d'ailleurs un petit peu toujours. Et ça, ce point-là, il remonte déjà même au premier sommet de la Terre, en 1972, à la conférence de Stockholm, ça, pour la petite histoire. Bref. Cela étant dit, la position des pays du Sud, depuis, elle a évolué, bien entendu. Alors, comme l'a rappelé Christophe, au moment du protocole de Kyoto, seuls les pays du Nord sont concernés par des objectifs contraignants. L'accord de Paris, donc 2015, là, on a tous les pays, et notamment les pays du Sud, qui sont également signataires. Ça, c'est une avancée majeure, parce qu'on avait toujours réussi on avait buté jusqu'à présent pour arriver à les rassembler. Alors, ça s'est fait comment? Ça s'est fait par effectivement ce changement d'approche, avec une approche beaucoup plus volontaire, c'est-à-dire c'est les pays qui mettent sur la table leurs engagements, et en particulier les pays du Sud, et en contrepartie, les pays développés, les pays du Nord, s'engagent à financer
la transition dans les pays les plus pauvres en particulier. D'où, alors peut-être que vous avez entendu parler de cet objectif de transfert de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, qui a été rehaussé à 300 milliards maintenant d'ici 2030-2035. Voilà. Et donc la condition pour que les pays du Sud s'engagent, c'est d'abord, premièrement, une approche plus volontaire et une approche conditionnée, effectivement, à des moyens spécifiques. C'est-à-dire que c'est un fonds qui est abondé par les pays les plus développés pour aider les pays les moins développés à assurer leur transition environnementale. Alors, c'est une promesse, effectivement, de financement. Il est d'ailleurs créé un fonds vert pour le climat, un fonds spécifique qui va capter une partie de ces financements pour financer effectivement, cofinancer des projets dans les pays du Sud. Après, vous avez en parallèle des accords bilatéraux de financement. Par exemple, en France, l'Agence française de développement a des financements, elle finance spécifiquement aussi des projets dans les pays du Sud. Christophe Goël, est-ce que avec l'évolution récente, on peut encore parler de multilatéralisme et on peut encore avoir cet espoir de cette construction multilatérale? Alors, le multilatéralisme est clairement en crise, on le voit bien depuis le retour de Trump, mais il avait déjà des problèmes importants depuis de nombreuses années. Et c'est vrai, peut-être au niveau du climat, mais on l'a vu très fortement au niveau de l'OMC depuis au moins 2017. Donc les États-Unis, depuis le 2017, bloquent toute nomination de nouveaux juges au système de règlement des différends de l'OMC, quel endroit justement où on va régler les différends commerciaux. Donc petit à petit, ils bloquent l'OMC de cette manière-là. Pour autant, on voit bien que même si l'OMC est bloqué, il reste une référence centrale. Et je pense qu'on va voir un petit peu la même chose dans le cadre des COP et de la Convention 4 sur le climat. C'est que les États-Unis ont déclaré qu'ils allaient en sortir. Pour autant, le mécanisme va rester là, il va rester central. L'Europe est engagée là-dessus. La Chine a décidé de reprendre un peu le flambeau climatique et de se montrer comme étant la grande nation qui va fournir les technologies pour le climat. Et donc, on va continuer à avoir une dynamique. Évidemment, on perd un des pollueurs majeurs en termes de dynamique de décarbonation, mais on va continuer à avoir du multilatéralisme, mais qui par contre va coexister avec d'autres dynamiques, des dynamiques bilatérales, régionales ou de clubs. Et c'est ce qu'on voit. On voit la même chose d'un point de vue commerce, c'est que l'OMC joue moins son rôle, mais on a de nombreux accords commerciaux et des accords commerciaux qui viennent à quand même avec une cohérence OMC. Donc on va garder une cohérence multilatérale, des outils multilatéraux qui vont guider l'action, mais le multilatéralisme qui va jouer en lui-même moins de poids, moins de rôle. Alors on imagine avec la défection des États-Unis que le rôle de la Chine dont vous parliez est quand même très très important, c'est-à-dire il faut que la Chine tienne et reste dans le jeu. Est-ce qu'on peut avoir des espoirs dans ce domaine? Alors, c'est clairement ce que la Chine affiche. Et a priori, alors je me souviens plus exactement des chiffres, mais je crois qu'ils ont réaugmenté encore leur contribution lors de la dernière COP. Et ils ont vraiment affiché ça à la fois sur les technologies qui veulent vendre au monde entier et sur aussi l'image qu'ils veulent renvoyer au monde. Donc oui, on a la Chine. Ensuite, la question, c'est sur quoi ça va se traduire, à savoir que la Chine est volontaire dans la mesure où il y a un certain nombre de technologies qu'elle maîtrise, qu'elle domine et qui l'arrangent stratégiquement. Donc c'est pas la même chose de décarboner sa grille électrique parce qu'on fait des renouvelables et que la Chine sait faire très bien ça. Il y a d'autres dimensions de la décarbonation qui sont plus coûteuses, que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres domaines. J'ai pas vu forcément une ambition fantastique de la Chine là-dessus. Ça, voilà, elle fait des choix stratégiques sur ce qu'elle décarbone. Oui, en effet, la Chine se veut être le champion de la décarbonation d'un point de vue industriel. Donc, elle a intérêt à ce que le multilatéralisme onusien, à ce que les négociations climat se poursuivent, parce que c'est vraiment un intérêt stratégique. Au moment de l'échec ou du semi-échec de la conférence de Copenhague en 2009, qui devait être en fait Paris, mais 6 ans plus tôt. Eh bien, la Chine a fait le choix, un peu peut-être avant d'autres pays, d'autres grands pays, de la décarbonation, d'un point de vue industriel. Et donc, elle s'est vraiment positionnée en
en pionnier, et maintenant elle capte effectivement tous les marchés de certaines technologies, en particulier dans les énergies renouvelables, dans les batteries, etc. C'est une priorité d'un point de vue économique. Après, la Chine n'aime pas qu'on lui dicte quoi faire. Donc la Chine quand même reste toujours avec une position un peu prudente par rapport aux négociations. Donc elle n'abat pas toutes ses cartes pour le moment, parce qu'elle ne veut pas non plus se retrouver dans une position comme l'étaient les États-Unis, voire l'Europe. Pour l'anecdote, la Chine est encore considérée comme un pays en développement dans le cadre des négociations climat. Et commercial. Et commercial. Voilà. La nomenclature qui différencie pays en développement, pays développés, qui date de la Convention, donc de 1992, n'a pas évolué de ce point de vue-là. Voilà. Donc la Chine, quand même, elle n'a pas tout à fait la même stratégie en fait, que l'Europe, par exemple, ou les États-Unis, quand ils étaient encore dans les négociations. Donc ils ne jouent plus en arrière, mais on l'a bien vu à Belém, ils sont là pour montrer qu'ils sont des champions de la décarbonation, qu'ils ont un intérêt stratégique, enfin que leur industrie est là, est présente. Et forcément, ça va avoir des implications sur la manière dont ils vont coopérer avec leurs alliés. Et vous savez quel est le critère ou les critères qui font que la Chine soit encore considérée comme pays en développement? C'est la part de l'agriculture, par exemple, ou c'est Non, c'est juste que c'est un point de vue, c'est politique. Voilà, c'est-à-dire que si vous remettez en cause cette nomenclature, et bien derrière, le pare-feu, alors même s'il existe moins entre pays développés et pays en développement, il évolue, il saute. Et ça veut dire à ce moment-là que la Chine aura peut-être plus d'obligations, par exemple, d'un point de vue financier, ou de coopération, d'aide aux pays, aux pays plus pauvres. Et ça, la Chine, comme je l'ai dit précédemment, elle ne veut pas se voir dicter son agenda. Elle est prête elle fait déjà de l'influence, elle aide les pays du Sud, mais à son rythme, et selon sa propre stratégie. Mais bien entendu, la situation a bien évolué en termes d'émissions par rapport à 1992. La Chine, depuis 2005, est le pays le plus émetteur, a dépassé les États-Unis. Alors, quand on parle de gouverner le climat, je pense que ça veut dire essentiellement gouverner les émissions de carbone ou gouverner la décarbonation. Donc, vous parliez tout à l'heure d'un outil qui est les marchés, le marché du carbone ou le fait d'introduire des quotas. Et c'est quelque chose que l'UE fait depuis assez longtemps, mais qui n'est pas très connu. Il y a en fait ce type de fonctionnement au sein de l'UE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois comment ça fonctionne et quels résultats on a pu aboutir? Oui, donc en UE, on a un marché d'échange de quotas carbone. Et on a ça depuis les années 2000. L'UE a mis ça en place pour se mettre en cohérence avec Kyoto. Parce que déjà, le Kyoto, c'était basé sur cette idée de marché carbone. Et qu'est-ce qu'on a mis dans ce marché carbone? On a mis l'électricité et les grandes industries très carbonées. La sidérurgie, les fertilisants, la chimie, la cimenterie. Donc, on a mis des industries où les émissions, en fait, sont très localisées. On a évité de mettre dedans des endroits, des industries qui avaient décoré des émissions diffuses, par exemple, comme l'agriculture. Ce qui permet que, ensuite, chaque site industriel doit acheter des quotas correspondant à ses émissions. Alors, au début, ça a eu un effet. Donc, il a droit à rien au départ, il n'est pas plafonné. Alors, oui. Je vais y venir. Donc, évidemment, il y a un quota, il faut respecter une quantité, c'est ça qui va fixer le prix. Mais dans ces industries, il y en a qui sont exposées au commerce et d'autres non. Il y a l'électricité. L'électricité, il n'y a pas beaucoup d'échanges entre pays en dehors de l'Union européenne. Enfin, il y a beaucoup d'échanges intra-européens, mais pas en dehors. Par contre, évidemment, l'acier, c'est autre chose. Donc, les industries qui sont très exposées à la concurrence internationale ont droit à des quotas gratuits. Ce qui fait qu'elles vont avoir le signal prix du carbone. Elles ont intérêt à se décarboner. Mais par contre, on leur donne dès le départ un certain nombre de quotas pour éviter qu'elles soient pénalisées sur les marchés. Et donc, il y a eu un bilan en demi-teinte de ce marché carbone. Évidemment, comme il n'y a pas de quotas gratuits sur l'électricité, ça a assez bien marché pour décarboner l'électricité. Donc, on a entre autres, par exemple, pour faire une transition du charbon vers le gaz. Et aujourd'hui, pour inciter à passer vers le renouvelable.
Par contre, sur les autres industries, c'est un peu moins vrai, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de quotas, donc ça a diminué un petit peu l'incitation, même si a priori, ça n'a pas si mal marché. Mais les premières années, les prix étaient vraiment très très faibles. Ensuite, on a eu la crise de 2008, ça a été encore faible. Donc c'est seulement récemment qu'on commence à avoir des prix qui sont vraiment importants et qui créent une vraie incitation. Donc voilà. Par contre, il faut savoir que, comme je l'ai dit, c'est des industries avec des émissions qui sont assez localisées. Ça couvre que 40% des émissions européennes. Donc il y a d'autres mécanismes pour d'autres aspects des émissions européennes, mais on a déjà une partie importante des émissions qui sont couvertes via ce marché d'échange de quotas. D'accord. Vous avez un mot de commentaire là-dessus sur le succès sur ce dispositif et peut-être, je ne sais pas si vous avez un peu des ordres de grandeur pour savoir ce que ça représente comme coût pour les entreprises ou comme volume dans l'économie. Alors là, j'aurais pas de chiffres précis à vous donner par rapport au coût que ça représente. On peut dire que c'est significatif, ça représente vraiment quelque chose de tangible? Comme l'a dit Christophe, ça couvre quand même 40% des émissions européennes, ce qui n'est pas rien. C'est quand même des secteurs particulièrement émetteurs. C'est un système quand même qui a duré dans le temps. Enfin, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il existe. Alors avec des phases, plusieurs phases, avec des hauts, des bas, avec des extensions aussi qui sont envisagées sur l'aérien, sur le bâtiment, le résidentiel. Mais ce qu'il faut voir, et ça a obligé un certain nombre de secteurs à s'adapter, à changer de processus, d'énergie également, de ressources énergétiques. Donc, alors, il y avait une crainte au départ qui était que ces entreprises, donc de production d'acier, aluminium, de ciment, etc., délocalisent ailleurs qu'en Europe, dans des pays où il y a moins de contraintes environnementales. Bon. Il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites à l'époque et qui ont montré que cet effet finalement était relativement limité. En tout cas, pour certains secteurs, notamment comme le ciment, on a besoin en fait d'entreprises, de production qui sont proches, de sites qui sont proches en fait de là où on a besoin du ciment. Finalement, le secteur avait réussi à s'adapter et à rester en fait localisé, implanté en Europe. Après, un des trous quand même dans la raquette entre guillemets de ce marché carbone, c'est effectivement, il y a des secteurs comme l'agriculture, le transport et aussi le bâtiment qui ne font pas partie. Et c'est quand même, ils sont particulièrement émetteurs. Mais là, il faut quand même rester prudent sur la capacité à pouvoir étendre en fait un tel marché à tous ces secteurs. Et alors aussi, un des problèmes qui a été soulevé, c'est la concurrence faussée avec les biens qui sont importés en fait de la part de pays qui n'appliquent pas ce type de réglementation. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on est allé un cran plus loin. Et depuis le début du mois de janvier, il y a un nouveau mécanisme qui a fait son apparition et qui s'apparente à une taxe carbone sur certaines importations. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce mécanisme et nous en dire un mot? Oui, allez-y. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? C'est pas qu'une question de concurrence faussée, c'est aussi que l'Europe a rehaussé ses ambitions climatiques avec l'accord de Paris. Et si on rehausse ses ambitions climatiques, ça veut dire qu'il faut baisser les quotas carbone, ce qui va augmenter le prix du carbone. Et le problème, c'est qu'on a dit, dans ces industries, il y en a qui sont exposées au commerce, donc on leur donne des quotas gratuits. Mais si on baisse le quota total, mais qu'on continue à leur donner des quotas gratuits, à un moment, on n'arrive pas, ça ne va pas décarboner. Donc il faut arrêter de leur donner des quotas gratuits pour que ces entreprises décarbonent vraiment. Mais dans ce cas-là, elles seront vraiment exposées au commerce, on aura un problème, un vrai risque de délocalisation. Et ce qui dit délocalisation, ça pose un problème pour l'industrie européenne, mais ça veut dire aussi qu'on n'aura pas résolu le climat, puisqu'on aura des fuites de climat vers le reste du monde. Donc la solution proposée au niveau européen, ça a été un mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, de dire que à partir de 2026, les biens qui sont couverts par ces quotas carbone, enfin une partie de ces biens, en fait il y en a 6, vont devoir, lorsqu'ils sont importés, subir une charge qui est la même que s'ils avaient été produits domestiquement. Et donc ça veut dire que l'importateur, il doit être informé de la quantité d'émissions correspondant. Si c'est de l'acier canadien qui rentre en Europe, eh bien, il faut avoir un certificat sur les tonnes de CO2 qui ont été émises pour produire cet acier. Et ils vont devoir payer un certificat qui est en lien avec le marché carbone européen, de sorte que
y ait le même coût que si on l'importe ou si on le produit domestiquement. Et donc ça va inciter aussi les producteurs étrangers à se décarboner. S'ils veulent exporter vers le marché européen, il va falloir que, comme ils vont devoir payer ce certificat à la frontière, il va falloir potentiellement qu'ils adoptent des technologies moins émettrices pour moins payer. Donc ça commence en 2026, mais ça commence en fait assez progressivement, parce qu'on donnait toutes ces allocations gratuites, on ne va pas les arrêter d'un coup. Les allocations gratuites pour les entreprises européennes, on les arrête en 2034. Ce qui veut dire qu'on ne va pas d'un coup demander aux entreprises étrangères de payer le prix du carbone européen, alors que les entreprises européennes ont encore leurs allocations gratuites. Donc ce qu'on va faire, c'est que temporairement, elles vont devoir payer que le pourcentage que les entreprises européennes ont à payer, enfin n'ont pas d'allocation gratuite. Et voilà, donc petit à petit, on va avoir un système où il n'y aura plus d'allocation gratuite en Europe et les importations seront taxées complètement sur leur contenu carbone. D'accord. Alors, on a, je pense, les mêmes trous dans la raquette dont vous parliez, puisque ça suit à peu près la même liste de secteurs, vous le disiez. Est-ce qu'on peut imaginer que ça s'étende à davantage de secteurs et quel serait, en fait, si on imagine une efficacité beaucoup plus grande de ce mécanisme, qu'est-ce qu'il faudrait que ça s'étende à l'ensemble des secteurs de l'économie ? Oui, je peux y aller. Alors ça, évidemment, c'est ce qu'on voudrait, parce que le problème du MACF, donc du mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, c'est avant tout que maintenant, on va avoir un renchérissement des importations d'acier, ce qui veut dire que tous les utilisateurs en aval de cet acier, tous les producteurs automobiles par exemple, eh bien, ils vont payer leur acier plus cher, alors qu'avant, les producteurs d'acier européens, ils avaient une partie de l'allocation gratuite, donc ils n'avaient pas eu à augmenter tant que ça leur prix de l'acier. Et là, on va voir le prix de l'acier qui va augmenter à la fois domestiquement et aussi l'acier importé. Et donc là, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on continue à produire la voiture en Europe en payant de l'acier beaucoup plus cher, ou est-ce qu'on importe directement la voiture depuis le Maroc, où la voiture aura été produite avec de l'acier qui coûte beaucoup moins cher, et les voitures n'étant pas soumises à ce mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, dans ce cas-là, il n'y a pas de taxation carbone à la frontière si on fait ça. Et donc là, c'est un vrai trou dans la raquette qui aujourd'hui n'est pas réglé. Mais si la voiture n'est pas soumise à cette taxe carbone, si on simplifie, si on l'appelle comme ça, on ne peut pas imaginer que l'acier dans la voiture le soit, dans la voiture fabriquée au Maroc ? Eh bien, c'est l'idée, mais ce n'est pas du tout prévu aujourd'hui, mais par contre, c'est en réflexion. Donc, dans les années là, on commence tout juste le MACF à un niveau faible, puisqu'il y a encore des allocations gratuites. Ensuite, il va y avoir un bilan qui va être fait et on aimerait étendre ça. Par contre, ça demande beaucoup plus d'informations. Donc, c'est vrai qu'on commence sans faire ça parce qu'on commence déjà en vérifiant est-ce qu'on arrive bien à avoir toute l'information qu'il faut pour faire payer correctement les importateurs, qu'on n'a pas de fraude. Et dans un second temps, on va essayer de se concentrer sur certaines industries qui sont très intensives dans les produits concernés par cette taxe carbone. Donc, on ne va pas regarder partout où on utilise de l'acier, mais on va regarder les industries qui utilisent beaucoup d'acier. Eh bien, est-ce que pour celles-ci, on pourrait étendre le MACF à leur contenu carbone incorporé? Mais ça, ce n'est pas prévu tout de suite, mais c'est clairement en réflexion et ça va probablement être important si on ne veut pas pénaliser les industries aval. Peut-être qu'on peut revenir sur quelque chose, sur un petit événement politique récent, c'est la crise agricole. Lors de la crise agricole récente, il y a eu des choses justement qui ont été dites sur les fertilisants. Les fertilisants, il y a différents types de fertilisants, mais le plus important, c'est les fertilisants azotés et ils sont produits à partir de gaz. Donc, la production de ces fertilisants émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, ces fertilisants, ils vont être couverts par cette taxe carbone à la frontière, ce qui veut dire que ça va augmenter beaucoup les coûts pour les agriculteurs. Et dans le contexte actuel, on voit bien le problème que ça pose. Et donc, il y a eu un accord un peu qui a été proposé avec la Commission européenne, qui était de dire, potentiellement, on pourrait imaginer une sorte de frein d'urgence si jamais on se rend compte que les prix dans certains secteurs augmentent beaucoup trop pour que ça reste viable pour les utilisateurs en aval, on pourrait mettre en pause le MACF. Donc là, voilà, c'est pas du tout... parce qu'on a pu lire parfois dans les journaux que
on mettait en pause le MACF, la taxe carbone sur les fertilisants à la frontière, ce n'est pas le cas. Par contre, l'idée, c'est de se donner cette possibilité d'arrêter si jamais les prix devenaient trop élevés domestiquement pour les industries utilisatrices. D'accord. Christophe Cassin, est-ce qu'on peut imaginer un système où il n'y aurait pas de trou dans la raquette et où il n'y aurait pas de distorsion de concurrence? Est-ce que c'est possible, en fait, même si on raisonne de façon un peu théorique? Vous voulez dire à l'échelle européenne? Oui. Alors, oui, je pense que déjà, il y a une partie de la réponse dans votre question. Effectivement, je pense que le système parfait n'existe pas. Là, on voit qu'on est sur un système un peu graduel où on se positionne sur certains secteurs clés. Et je pense que c'est important de se positionner sur ces secteurs-là parce que derrière, il y a des enjeux industriels également. Et l'objectif, probablement, c'est de pouvoir articuler les différents types d'instruments, les instruments de ce type-là, de taxation, mais aussi les instruments réglementaires. Donc, par rapport à la question du trou de la raquette concernant les voitures, il y a quand même des discussions sur le contenu en fait local inclus dans la production d'une voiture à terme. Peut-être que ça permettrait de nuancer certaines limites en fait de cette taxation. C'est-à-dire en gros, on sait que la voiture qui va être produite en Europe, elle est vraiment produite en Europe en effet avec une part de la production assez importante européenne. Voilà. Donc ça évitera peut-être une partie des enjeux de délocalisation. Après, ça va poser la question du coût pour l'usager final. Et ça, c'est un autre enjeu parce qu'il y a tous les questions redistributives également, l'impact pour le consommateur final qui ne sont pas négligeables, surtout à l'heure actuelle. Donc il faut pouvoir, et ça je pense que c'est une question aussi qui anime pas mal les économistes, hein, c'est comprendre comment on peut articuler outils taxation, réglementaire et éventuellement marché carbone également, ensemble, dans un système où forcément il y aura des trous de la raquette, mais il faut être conscient de ces trous et surtout essayer de veiller en amont à bien prendre en compte à la fois les enjeux d'efficacité environnementale et de coût également, il ne faut pas que ce soit trop coûteux également, mais également d'équité. Et ça, on a un peu péché, si on prend en compte, par exemple, l'exemple de la taxe carbone en France, on a un peu péché à essayer d'articuler en amont, de prendre en compte dans la construction de la politique, à la fois les enjeux d'efficacité et d'équité. Alors justement, pour prolonger vos observations sur cette notion d'équité, là, en vous entendant, on a l'impression qu'il y a un double problème d'équité, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'équité pour les entreprises parce qu'elles se retrouvent finalement pénalisées par rapport à leurs concurrents étrangers dans certains secteurs, et puis il y a un problème, comme vous dites, d'équité plus générale au niveau de la population, et ça c'est une critique qui est souvent adressée à la taxe carbone, c'est qu'elle pèse de façon indifférenciée sur l'ensemble de la population. Donc comment on peut répondre à ces deux critiques ? Alors, je vais d'abord répondre sur la question de l'équité au niveau des entreprises, qui est plus une question en fait de compétitivité. Donc là, ça rejoint la question des trous dans la raquette. On pourrait imaginer d'étendre les marchés carbone et le CBAM à tous les secteurs, mais il reste un trou dans la raquette important, c'est la question des exportations. Savoir que lorsque vous mettez un CBAM, une taxe carbone, vous faites augmenter le prix du carbone pour les producteurs européens, et donc ils sont plus compétitifs sur le marché à l'export. Une autre manière de compléter ce mécanisme, mais qui n'est pas du tout dans les tuyaux aujourd'hui, ce serait de rajouter ce qu'on appelle en anglais c'est un export rebate, donc une compensation à l'export, donc de compenser les exportateurs pour tout ce qu'ils ont payé sur le carbone, à savoir de faire en sorte que fondamentalement, ce qu'on paye sur le carbone, ce soit une taxe sur les émissions, sur l'empreinte européenne, et pas sur la production européenne. Parce que ce qu'on veut baisser avant tout, c'est notre empreinte. Si on ne se focalise pas sur notre empreinte et qu'on se focalise sur nos émissions nationales, eh bien là, on a des risques de délocalisation importantes, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de carbone qui est échangé au niveau mondial. Et donc, il faut arriver à faire ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas rajouté dès le départ, avec cette taxation carbone à la frontière, un remboursement de cette taxation pour les exportations? Il y a probablement une question juridique qui n'est pas complètement évidente, mais qui est en lien avec l'OMC. Savoir qu'on a déjà des choses où on rembourse aux exportateurs les taxes qu'ils ont payées domestiquement, c'est ce qu'on appelle la TVA. La TVA,
on la paye sur les importations, on la paye sur toute la valeur ajoutée domestique, mais lorsque une entreprise exporte, on lui rembourse la TVA. Donc la TVA, c'est vraiment quelque chose qui ne pèse que sur les consommateurs et qui ne pénalise pas la compétitivité. Et on aurait pu aimer avoir une taxe carbone qui ne pénalise pas la compétitivité, qui soit justement quelque chose qui pèse sur les importations, sur la consommation, mais pas sur les exports. Et le fait que la TVA, on la rembourse à l'exportation, c'est quelque chose qui est parfaitement autorisé et cohérent avec les règles de l'OMC. Et ce serait aussi autorisé au niveau de l'OMC, a priori potentiellement, si on avait une taxe carbone et pas si on avait un marché d'émissions. Et donc du fait qu'on a un marché d'émissions, et ça c'est aussi une question en lien avec l'histoire de Kyoto, et parce que ça faisait partie de la structure, ça fait que c'est plus risqué juridiquement. Et l'Europe aimant être cohérente avec l'OMC, elle a pour l'instant évité cet aspect-là. Mais ça comblerait un trou important dans la raquette. Alors, il y a un autre aspect dont on a beaucoup parlé récemment, c'est les accords de libre-échange, avec notamment celui qui a été conclu entre l'Union européenne et puis le Mercosur, qui sont critiqués, en fait, justement, aussi parce que, pour leur impact environnemental, à double titre, hein, d'abord parce que finalement, ils favorisent le commerce, le libre-échange, qui génère beaucoup d'émissions de CO2, en particulier le transport de marchandises. Et puis, ils sont aussi critiqués parce qu'ils n'intégreraient pas suffisamment de dimensions environnementales. Et par exemple, il a été dit au sujet de l'accord UE-Mercosur qu'il favoriserait la déforestation en Amazonie. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair là-dedans? Et est-ce que même on peut imaginer que ce type d'accord, parce que vous disiez tout à l'heure que c'était finalement, ils prenaient un petit peu le relais de l'OMC et qu'ils étaient de plus en plus importants dans les relations commerciales. Donc, ils prennent une place très, très importante. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un élément de gouvernance du climat? Alors, en fait, l'environnement dans les accords commerciaux, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça fait plusieurs décennies qu'on trouve des clauses environnementales dans quasiment tous les accords. Et plus le temps passe, plus il y a un nombre très important de clauses environnementales. Mais alors, au début, ce n'était pas forcément tant que ça sur les gaz à effet de serre, mais maintenant, c'est incorporé de plus en plus. Alors, c'est quoi les clauses environnementales qu'on a dans les accords commerciaux? Elles sont avant tout en lien avec une logique de commerce. À savoir que ce qu'on va avoir comme clause environnementale, c'est que on va, par exemple, dire qu'on ne veut pas de régression environnementale. On ne veut pas que les pays reviennent sur leur politique environnementale pour se rendre plus compétitifs. Parce que si on a signé un accord commercial avec une zone pour qu'ensuite elle arrête toutes ses politiques environnementales et devienne très compétitive, ça peut poser des problèmes. Donc on a ces accords de non-régression. On a aussi autre chose, c'est qu'on ne veut pas, si demain on veut renforcer notre politique environnementale, avoir un procès par des entreprises des pays avec lesquels on a signé des accords, comme quoi on violerait notre accord. Donc on se donne aussi un espace réglementaire dans ces accords en disant on doit avoir une liberté de pouvoir changer notre régulation environnementale pour être plus ambitieux. Et il y a aussi de nombreuses choses, et ça va dépendre de chaque type de pays, potentiellement sur les pêcheries, sur la déforestation, sur la biodiversité. Il y a eu un certain nombre d'analyses empiriques de ces clauses qui sont dans les accords et qui ont montré qu'elles ont eu plutôt des effets. Donc les accords dans lesquels il y a des clauses amènent à moins de pêche illégale, moins de déforestation, donc ça a eu tendance à marcher. Alors le climat, c'est quelque chose de plus récent dans les accords. Et en particulier, il y a eu pas mal de choses depuis la signature de l'accord de Paris. En tout cas, l'Union européenne, depuis la signature de l'accord de Paris, essaye de mettre l'accord de Paris dans tous les accords commerciaux. Au début, il y avait un certain nombre d'accords qui étaient négociés depuis longtemps. Donc, la mention de l'accord de Paris a été mise un peu au même titre que les autres dimensions environnementales, à savoir avec assez peu de contraintes. Parce que toutes ces mentions environnementales, souvent, n'étaient pas très contraignantes. On ne pouvait pas suspendre l'accord d'un coup s'il y avait des violations environnementales. Mais en tout cas, on a commencé à mentionner l'importance de l'accord de Paris dans les accords. Ensuite, une fois qu'un peu de temps était passé et qu'on était sur des nouveaux accords, maintenant, l'accord de Paris est devenu un point essentiel
Et on ne peut plus signer d'accords commerciaux au niveau européen, justement, s'il n'y a pas un respect de l'accord de Paris. Et donc, c'est quelque chose qui a été rajouté dans le cadre de l'accord UE-Mercosur. Dans le cadre de l'accord UE-Mercosur, il est bien dit que si une des parties se retire de l'accord de Paris ou ne le respecte pas de manière substantielle, eh bien, on peut avoir une suspension de l'accord. Donc, c'est devenu une manière de rajouter de la diplomatie climatique et de lier justement les négociations climatiques aux négociations commerciales. Évidemment, ça ne va pas tout régler, parce qu'on l'a dit, dans l'accord de Paris, c'est un principe bottom-up, donc ça va être les pays qui proposent leur contribution nationale. Ce qui veut dire que si on passe un accord commercial avec un pays qui a fait des propositions de décarbonation qui ne sont pas très ambitieuses, ben en fait, il respecte l'accord de Paris, mais il n'est pas très ambitieux. Donc, ça ne va pas forcément être si simple que ça d'interrompre un accord commercial du fait de ce non-respect de l'accord de Paris, parce que le respect en lui-même peut être un peu flou. Mais on commence à mettre ça, et je pense que c'est quelque chose qui peut jouer. Parce que dans l'accord UE-Mercosur, on a des pays, par exemple, comme l'Argentine. Et Javier Milei, c'est pas un grand fan de l'accord de Paris. Je veux dire, fondamentalement, il n'est pas très différent de Trump. Donc, une des premières choses qu'il aurait voulu faire, ce serait sortir de l'accord de Paris. Les États-Unis sortent de l'accord de Paris, mais l'Argentine, c'est pas les États-Unis. Ils peuvent pas forcément se permettre la même chose. Et donc, une des raisons potentielles, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie de perdre certains bénéfices qui viennent avec l'accord de Paris, à savoir les accords commerciaux, ou certains investissements climatiques de la Banque mondiale, ou des choses comme ça. Donc, il y a un poids. C'est possible que l'Argentine ne fasse pas grand-chose au niveau de son investissement dans l'accord de Paris, mais par contre, qu'elle reste dedans, parce que ce genre d'accords commerciaux va la maintenir. D'accord. Christophe Cassin, j'évoquais aussi la question du transport. Donc, il y a le transport de marchandises. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans ces accords commerciaux qui ont trait au transport de marchandises? Et puis, je pense qu'on pourra aussi parler du transport de personnes après, alors qui sont hors accords commerciaux, mais qui ont aussi un poids assez important dans les émissions. Alors oui, comme vous le dites très bien, effectivement, c'est la question du transport, qui soit de passagers, de fret, et un sujet important en termes d'émissions, en effet. Après, en termes à l'échelle internationale, il n'y a pas véritablement de régulation du transport de passagers. On commence à voir émerger une volonté de réglementation au niveau du transport aérien, avec des objectifs potentiellement de limitation des émissions, mais ça reste quand même relativement limité. À ma connaissance, je n'ai pas, dans les accords commerciaux actuels, la question du transport, en tout cas, ne me semble pas être centrale, les émissions. Donc là, en revanche, si on fait un lien entre ces accords commerciaux et les négociations climat, on voit bien que jusqu'à présent, dans les négociations climat, on parlait peu de commerce, comme on parle peu de transport d'ailleurs. On en parle de plus en plus parce que ces accords commerciaux, ils deviennent stratégiques pour certains pays. D'un point de vue économique, on parle de la Chine, mais de l'Europe également. Et de fait, à la COP30, il a été décidé de continuer les discussions sur le commerce dans un canal de négociation spécifique. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça émerger dans les négociations climat. Donc, lors des prochaines intercessions, donc vous savez, ce moment en fait de préparation de la prochaine COP, donc qui auront lieu à Bonn au printemps, eh bien, on va discuter de de commerce, des échanges commerciaux, de ces fameuses mesures unilatérales. Alors, c'est comme ça qu'on qualifie en particulier la politique d'ajustement aux frontières européennes. Et alors, celle-là, elle n'est pas du tout appréciée par les pays du Sud. Que ce soit la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Vietnam, etc., ils sont vent debout parce qu'ils considèrent que c'est une mesure qui est discriminatoire pour leur relation, leur relation avec ces pays, avec les pays, avec l'Europe en particulier. Donc pour eux, c'est la double peine. Ils considèrent que d'une part, la responsabilité du changement climatique, elle revient aux pays du Nord, et d'autre part, la conséquence de ça, c'est qu'ils n'ont pas à être taxés de leurs exportations vers les pays du Nord. Donc d'être taxés, même d'être impactés dans leur développement futur.
et actuels et futurs. Donc ça, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu. Et d'ailleurs, dans la Convention cadre des Nations Unies, donc en 1992, il y a un article qui fait explicitement référence au fait que les mesures qui sont prises pour lutter contre le changement climatique ne doivent pas constituer des restrictions commerciales arbitraires et discriminatoires. Alors, on en a peu parlé pendant 30 ans, et bien maintenant, on est au cœur des questions. Et parce qu'on est au cœur aussi de la mise en œuvre de la transition, avec cette dimension commerciale et derrière avec des enjeux industriels extrêmement importants et économiques, mais qui se recoupent aussi avec les enjeux d'équité nord-sud. D'accord. Et alors, pour juste dire un petit mot du transport de personnes, enfin, il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant, en fait, quand on regarde le secteur, c'est que l'absence de taxation sur le carburant. C'est un vieux sujet sur lequel on n'a pas réussi à se mettre d'accord depuis les années 1970, où déjà il y avait des projets de taxation du contenu énergétique, en fait, du fret maritime, de ce point de vue, par exemple. Et c'est vrai que parce que là encore, c'est très compliqué à l'échelle globale, à l'échelle internationale, de se mettre d'accord sur une taxe. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez autour de la table des pays avec des intérêts très différents. Et donc, pour le moment, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et si tant est qu'on arrive à se mettre d'accord, ça sera seulement sur un taux très minimal. Alors, d'un point de vue efficacité économique, oui, ça pourrait avoir un sens. Mais d'un point de vue après de la réalité géopolitique, c'est extrêmement compliqué. Alors, juste une dernière question avant de vous passer la parole. Dans la présentation, il y avait cette question. Peut-on encore imaginer une gouvernance écologique mondiale efficace ? Alors, on a vu qu'il y avait des choses, on a discuté de l'efficacité de certains dispositifs, mais en même temps, on peut être frappé par la disproportion entre tous ces mécanismes dont on a parlé et puis la situation dans laquelle on est. Et donc, peut-être que je devance des questions qui vont avoir lieu, hein, mais... voilà, on a quand même l'impression qu'on est très, très, très loin du compte par rapport à ce qu'il faudrait pour répondre à l'urgence climatique. Donc, quelle est votre position par rapport à ça ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un petit espoir de pas arriver finalement aux 2 degrés, voire plus, qui commence un petit peu à s'installer dans le discours et puis à devenir la perspective dominante ? Enfin, quand je dis 2 degrés, c'est 2 degrés d'augmentation par rapport, voire plus, d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel qui nous plongerait dans des problèmes en cascade. En fait, il y a 2 aspects dans votre question. Parce qu'en tant qu'économiste, si vous me dites efficacité, je me dis attention, l'efficacité d'une politique climatique, c'est atteindre notre objectif au coût le plus faible possible. Mais évidemment, il y a aussi, est-ce qu'on va l'atteindre ? Et l'atteindre au coût le plus faible possible, c'était un petit peu une partie de l'architecture qu'on avait dans l'accord de Kyoto. Parce que le rêve des économistes, c'est que la meilleure manière de décarboner, c'est d'avoir une taxe carbone globale unique. Parce que quand on a une taxe carbone globale unique, eh bien, on se met à décarboner ce qui est d'abord le plus cher, et petit à petit, on augmente le niveau de la taxe pour arriver à décarboner ce qui devenait plus coûteux par la suite. Bon, on commence par le moins coûteux et puis on va avoir le plus coûteux. Évidemment, cette architecture mondiale, elle n'est pas possible. Elle amène à des transferts très très importants entre les pays, et on voit qu'on est obligé de rester avec quelque chose comme l'accord de Paris. Et toutes ses limites. Donc on va avoir des régions qui s'engagent, et on sait qu'en fait on a quand même certaines technologies qui aujourd'hui sont matures pour la décarbonation. Et ça, c'est quand même plutôt l'aspect positif, c'est que aujourd'hui l'électrification de la grille électrique, sur certains endroits, elle va pouvoir se faire assez naturellement, sans qu'on aille forcément, sans qu'on ait besoin d'une politique, d'une gouvernance mondiale. Par contre, il y a d'autres aspects où il va y avoir des points de friction très importants parce qu'on ne sait pas bien faire, que ce soit l'aviation, l'agriculture, les déchets. Voilà, il y a un certain nombre de secteurs qui sont plus compliqués et où on n'a même pas commencé en fait le travail. Oui, je pense qu'il n'y a pas de système, pas de gouvernance parfaite. Il faut, je pense, observer de manière un peu lucide l'état actuel de la géopolitique et donc des marges de manœuvre qu'elle ouvre pour continuer à avancer sur la question climatique. Donc ces marges de manœuvre semblent un peu limitées à l'échelle internationale, on l'a dit. Malgré tout, je veux quand même essayer de noter certains points positifs. Par exemple, à la COP30, on a bien vu qu'il y a eu un rappel de l'importance de la coopération internationale pour avancer sur le climat, malgré le fait que les États-Unis ne soient plus présents.
On voit aussi que depuis l'accord de Paris, il y a eu quand même une tendance, enfin une prise de conscience non pas seulement des États, mais aussi des acteurs de l'économie, et même de la société civile en partie, autour de la question climatique, avec quand même des progrès, des avancées. Alors bien entendu, c'est pas suffisant, ça c'est clair. Ça dépend énormément effectivement des signaux politiques aussi qui sont envoyés. Donc il faut regarder après dans chaque État la situation. Et puis il faut se rendre compte aussi qu'on est rentré dans le dur de la transition. Donc c'est bien. Au moment de Kyoto, ça paraissait peut-être un peu superficiel, un peu éthéré, le changement climatique. Maintenant, là, la transition climatique, on est confronté vraiment à sa mise en œuvre. En plus, il y a les impacts du changement climatique qui là, sont de plus en plus réels. Et c'est normal qu'on assiste à un certain nombre de tensions, de résistances sur le terrain. On le voit bien. Bon, donc là, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir affronter ces résistances, à les dépasser et à, du coup, concevoir des politiques publiques qui permettent d'accompagner ce qu'on appelle une transition, entre guillemets, juste. Alors, c'est bien beau de le dire, parce que sur le papier, c'est important, mais après, dans la pratique, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même des signaux positifs, que ce soit en Europe, même en Chine. Alors après, il y a la question politique derrière, enfin du système politique, qui n'est quand même pas évident. Mais on voit malgré tout des choses avancer. Et il faut espérer que la coopération internationale se maintienne, parce qu'on a besoin de coopérer. On a besoin de, malgré tout, conserver un cadre multilatéral qui donne, dans une certaine mesure, un cap aux États. Ça, c'est quand même important parce que les pays du Sud ont besoin de cette coopération, ils nous attendent. Et je ne pense pas que ce serait sain de démanteler complètement le multilatéralisme pour se recentrer simplement sur les égoïsmes nationaux, encore une fois. Voilà. Donc, bon, c'est une petite note d'optimisme, mais je pense qu'il faut quand même malgré tout être réaliste par rapport à ce que l'on peut faire à l'heure actuelle au regard des contraintes géopolitiques. Merci beaucoup. Donc on va passer à vos questions. Merci. Oui, merci pour ce tour d'horizon. 3 petites questions, si je peux, très rapidement. La première, vous n'avez pas évoqué tellement les 2 derniers points sur lesquels les COP ont buté, les 2 dernières COP, à savoir la question des énergies fossiles, avec un puissant lobby à ce propos. Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs positifs pour la suite des événements là-dessus ? Deuxième chose, vous avez évoqué bien les contributions nationales des différents États, et bien sûr, ce qui compte, ce sont les politiques qui vont permettre de les appliquer. Est-ce que de ce point de vue-là, la fameuse justice climatique et les actions du type l'affaire du siècle et tous ces bébés qui sont venus après peuvent permettre de jouer un rôle de gendarme finalement pour une meilleure application des COP et des résultats des COP? Et troisième question plutôt à l'agronome, il me semble, ou l'homme de l'INRAE, quelle est la place de l'agriculture dans ces COP? Il me semble qu'elle est à la fois récente et réduite, alors que tout de même l'agriculture et l'alimentation représentent une part importante des émissions. Merci. Peut-être rapidement pour les 2 premières questions. Alors l'énergie, oui, c'est l'elephant in the room, l'éléphant dans la pièce. Pendant longtemps, on n'en a pas parlé. Voilà. Et puis depuis 3 ans, on commence à en parler dans les négociations climat. Je reviens à ce que je disais précédemment. On est dans un moment effectivement de mise en œuvre et donc de tension, de résistance entre d'un côté un bloc qui veut avancer sur la décarbonation avec l'Europe, éventuellement la Chine et d'autres pays, je caricature, et de l'autre côté un bloc autour des producteurs de pétrole qui eux résistent et veulent conserver leur part de marché. Ce qui explique également les blocages qu'on a vu à Belém, malgré ce qui avait été annoncé déjà à la COP28 de transitionner en dehors des énergies fossiles, mais attention, dans le secteur énergétique à l'horizon 2050, plus tard pour le transport, l'agriculture, etc., avec une panoplie d'options potentielles. Donc, on voit bien que là, on est vraiment dans le compromis. Bon. Donc oui, effectivement, là, c'est un sujet. À noter quand même qu'il y a une conférence qui aura lieu organisée à l'initiative de la Colombie, en Colombie au mois d'avril, sur la question de la sortie des énergies fossiles, pour avancer sur une feuille de route. Ça fait partie de ces initiatives en parallèle des COP qui peuvent faire avancer, mais il faut quand même rester prudent sur la mise en œuvre après concrète. Après, sur les procès climatiques, parce que j'imagine que c'est le sens de votre deuxième question, effectivement, on les a vus se multiplier depuis 2015.
Il y a une décision récente de la Cour internationale de justice sur ce sujet également, avec la possibilité de poursuite des pays qui ne respectent pas leurs objectifs et donc d'attaque pour les impacts du changement climatique associés. Je pense qu'il faut rester prudent, malgré tout, sur l'impact de ces procédures climatiques, parce que ça prend du temps, voilà, énormément de temps, de moyens. Et je pense que même la Cour pénale a considéré qu'il fallait quand même être prudent par rapport à l'impact. Mais malgré tout, le droit va prendre de plus en plus d'importance aussi pour pousser les différents acteurs, entreprises et États à respecter leurs objectifs. Alors, concernant l'agriculture dans les COP, j'en ai aucune idée. Peut-être que Christophe pourra dire des choses, mais par contre, je pense que c'est intéressant de dire 2-3 mots sur l'agriculture et le climat en Europe. Parce qu'on a le marché carbone qui couvre 40% des émissions européennes. À partir de 2028, on va avoir un deuxième marché carbone qui va couvrir toutes les énergies fossiles. Et donc ça va couvrir le chauffage au gaz, l'essence qu'on met dans les voitures. Donc à la fin, entre les deux marchés carbone, on va couvrir 70% des émissions européennes. Donc on couvre quasi une grosse partie, mais il reste l'agriculture, les déchets. Et l'agriculture au niveau mondial et en Europe, c'est autour de 25% des émissions. Donc l'agriculture, c'est 2% du PIB, 25% des émissions. Donc c'est énorme. Et les autres émissions au niveau européen, il y a ce qu'on appelle un accord de répartition d'efforts où là, chaque pays sait quel pourcentage il doit baisser, mais c'est à lui de se débrouiller et de mettre en place des politiques. Aujourd'hui, les politiques climatiques dans l'agriculture, on n'a pas grand-chose. On n'a pas vraiment commencé notre transition agricole. La seule chose qu'on a fait, c'était des biocarburants et ça nous a plutôt amené dans la mauvaise direction. Donc, on a tout à faire en agriculture. Vous avez raison, l'agriculture dans les négociations climat, c'est après l'accord de Paris. Et je me pose la question de l'efficacité d'introduire l'agriculture dans ce cadre-là. C'est important d'en parler, mais c'est compliqué au regard des autres sujets qu'il y a déjà à traiter. Et Dieu sait qu'il y en a dans les négociations climat. Et de fait, à l'heure actuelle, on a du mal à s'entendre même sur les mots. Est-ce qu'on veut promouvoir l'agroécologie, l'agriculture de conservation, l'agriculture plus techno-solutionniste? Bref, il y a quand même là, et ça recoupe après des oppositions qu'on voit par ailleurs sur d'autres sujets. Merci. Ce que j'ai retenu des mécanismes de marché, c'est que ça permet d'aller c'est qu'en fait, on a des options et puis grâce au marché, on va aller sur la bonne option. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de substitution à X ou à Y pour que une taxe ou un marché carbone soit réellement efficace? Alors oui, vous avez raison, le marché, ça marche super bien si on a des alternatives et ça nous incite à aller vers la meilleure. Si on avait mis une super forte taxe carbone sur les voitures thermiques il y a 60 ans, qu'est-ce que ça aurait changé? On n'avait pas d'alternative. Donc, on a besoin en fait d'un mix d'instruments. Quand on est au début d'une transition et qu'on ne se connaît pas trop, là, il faut peut-être plutôt aller sur beaucoup de subventions à la recherche et développement. Par contre, quand on a les options sur la table, là, la taxe carbone, c'est parfait, il faut y aller. Et donc, il y a un mix des deux. Et en fonction de la maturité des secteurs, il faut utiliser l'un ou l'autre. Voilà, je pense qu'en agriculture aujourd'hui, il faut avant tout qu'on fasse de la recherche. Si on taxe tout de suite le carbone, on va juste avoir les agriculteurs dans la rue et ça ne va pas marcher. Il faut être en capacité d'articuler les questions d'efficacité et d'équité dès le départ. Et c'est ça qui est compliqué. Et sur la question agricole, voilà, c'est central. Et penser en termes de modèle. Quel modèle d'agriculture on veut développer à un moment donné? Et là, je pense qu'il faut se tourner vers la prochaine PAC, qui va être décisive de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Déjà, c'était vraiment extrêmement clair. Je voudrais revenir sur les COP. Donc, vous disiez qu'il y avait une trentaine de COP donc depuis 1997. Il y a 30 COP qui se sont déroulés. Il y a eu 3 grands accords qui ont été négociés pendant ces COP. Finalement, quand est-ce qu'une COP est vraiment assez bonne pour en découler un accord? Est-ce que c'est nécessaire qu'on ait une COP par an? Et quand est-ce qu'on peut se dire que cette COP a été finalement vraiment réussie?
Mais très bonne question, parce que ça résonne, ça fait écho avec les discussions actuelles sur la réforme du processus. Certains disent qu'on ne devrait pas avoir ces grands barnums là avec presque 100 000 personnes, parce que c'est coûteux d'un point de vue environnemental, c'est laborieux et on a du mal à y voir clair, mais qu'au contraire, on devrait avoir plutôt une COP tous les 2 ans, voire des COP plus centrées sur des sujets techniques liés à la mise en œuvre. Voilà, parce que maintenant, en gros, on a tout négocié, grosso modo, à l'échelle globale. Maintenant, il faut se concentrer sur la mise en œuvre et la coopération. Donc ça, c'est en discussion, mais pour l'instant, c'était à l'ordre du jour à la COP 30, mais on n'a pas avancé pour le moment de ce point de vue-là. Donc, ce qui se passe, c'est plutôt des négociations en dehors, à travers des initiatives qui permettent, mais vraiment, il faut prendre ça avec prudence, de faire avancer certains sujets. Après, quand est-ce qu'une COP, elle est mature pour découler sur un accord? Par exemple, pour l'accord de Paris, il aurait dû intervenir en 2009, il est intervenu 6 ans plus tard. C'est un long travail de maturation et de négociations complexes. Voilà. Et donc, il y a des COP où, à un moment donné, on arrive... Alors, on avait prévu quand même, après l'échec de 2009, en 2012, on s'est dit, en 2015, on va arriver à un accord. On y est quand même arrivé, grâce notamment aux efforts diplomatiques des uns et des autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, vous avez des COP plus qui vont discuter, négocier de la mise en œuvre de l'accord. Par exemple, l'accord de Paris, il a fallu se négocier les règles mises en œuvre. Et là, ça a pris un certain nombre d'années. Donc, c'est des processus effectivement lents, laborieux, avec maintenant des COP aussi qui vont se différencier en fonction des sujets. Vous allez avoir une COP plutôt finance, une COP plutôt objectif, des COP plutôt transversales, comme la COP de Belém. Mais oui, parce qu'il y a une telle inflation de sujets à traiter, voilà, même l'agriculture, en traite d'agriculture à l'heure actuelle, que c'est compliqué de demander de tout traiter à la fois. Donc, il faut aussi focaliser sur... Mais encore une fois, je pense que ce système-là, on parlait d'efficacité, il a besoin d'être réformé. C'est pas inscrit dans le marbre, la gouvernance internationale. Ça doit évoluer en fonction des réalités géopolitiques, institutionnelles et sociétales. Et là, vraiment, on a besoin de réformes. Donc pour vous, il faudrait par exemple des espèces de sous-COP thématiques plus régulières. Et puis, en revanche, la COP qui est censée faire le point sur l'ensemble des sujets, plus espacée? Oui, potentiellement. En tout cas, il nous faut plus de rendez-vous, où il y a moins médiatique, moins de gens. Alors, avec aussi quand même la présence des acteurs non étatiques également, hein, pas simplement juste entre des négociations entre délégations. Je pense que ça, c'est important. Mais oui, à mon avis, c'est important. Après, est-ce qu'on est en capacité de mettre ça en place? Ça, c'est aussi une volonté politique. Encore une fois, le système international, institutionnel, la gouvernance est à l'image de ce que veulent les États. Et les États-Unis ont un rôle à jouer important, c'est qu'ils ont façonné cette gouvernance. Même l'accord de Paris, ils l'ont façonné. Kyoto, ils l'ont façonné. Paris, ils l'ont façonné. Maintenant, ils s'en retirent. Bon, voilà, c'est dommage, mais encore une fois, l'histoire n'est pas finie. Bonjour, merci. On parlait des COP justement et de la nécessité, ou en tout cas le fait de penser peut-être la réforme de ces COP. On parle peu du facteur, alors non pas du facteur temps, on l'évoque sans arrêt puisqu'on donne toujours des dates en termes de jalons, mais on voit que souvent elles sont reportées. Est-ce qu'il y a à travers les COP justement des acteurs un peu sentinelles qui pourraient rendre compte du fait, est-ce qu'on tient compte au fur et à mesure de l'accélération justement du changement climatique et est-ce qu'on réajuste les choses? Sachant que quoi qu'il en soit, les COP, c'est tous les ans, comme vous dites, mais est-ce qu'on tient compte justement de ce qui est... Est-ce que c'est mesuré à un moment donné? Est-ce que ça permet de se dire, là, de toute façon, ce qu'on fait n'est plus efficace, il faut déjà passer à quelque chose d'autre, parce qu'on est en état de pouvoir se dire, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose, du point de vue de la cryosphère, du point de vue autre. Est-ce qu'il y a ce type de sentinelle quelque part qui permet justement, où c'est un peu trop... pas facile à mettre en œuvre, encore une fois, quand bien même on est tous au courant justement de cette accélération qui peut même entraîner un effet d'emballement qui ferait qu'à un moment donné, ce qu'on fait n'a plus du tout d'utilité, entre guillemets. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on a parlé des COP, mais on n'a pas parlé du GIEC. C'est l'autre dimension. Le GIEC, c'est justement l'endroit où les scientifiques établissent un bilan des émissions, des impacts, du coût de l'adaptation et ainsi de suite. Donc il y a le GIEC. Après, le GIEC, le défaut, c'est que c'est très lent. Parce que justement, on va avoir des rapports tous les 5 ans, donc ça ne permet pas forcément de suivre ça. Mais voilà, on a le GIEC qui fait ça. Le fait de faire des bilans, en fait, c'est prévu dans le cadre de l'accord de Paris. Tous les 5 ans,
on est censé faire un bilan et les pays sont censés mettre à jour leur contribution nationale. Ce qui a été un peu un psychodrame au niveau européen quand on l'a fait récemment. Parce que justement, c'était compliqué de mettre tous les pays d'accord. Mais donc ça, c'est prévu dans l'accord de Paris. On ne peut pas le faire tous les ans non plus. Il faut quand même un peu laisser passer du temps. Et ensuite, il y a d'autres types d'acteurs qui vous pouvez trouver sur Internet, des organisations scientifiques qui suivent les émissions chaque année, parce que maintenant, on a plein d'informations où on peut mesurer certaines émissions par satellite, et ainsi de suite. Donc, on a des choses qui sortent chaque année. Donc voilà, on a tous ces différents types de sentinelles qui existent et qui contribuent. Vous avez le rapport du PNUD, par exemple, sur l'état des émissions, qui est publié avant chaque COP, donc qui permet de faire un état des lieux. Mais après, la question, c'est est-ce que ça va influencer le processus de décision? Parfois, oui. Le GIEC, quand même, même si les travaux du GIEC ne sont pas prescriptifs, malgré tout, ils ont pu avoir une influence à certains moments, en amont du protocole de Kyoto, en amont de l'accord de Paris. Voilà, donc il faut être conscient que ces sentinelles existent. Et puis la société civile, elle est là aussi pour être ces sentinelles, pour pousser les États à être peut-être un peu plus à l'avant-garde ou ambitieux que ce qu'ils ne sont à l'heure actuelle. Petit dernier. Merci. Une question sur le processus, puisqu'on a parlé du processus. Il y a en parallèle à ces COP climat dont vous avez parlé, la fameuse COP biodiversité qui intervient de façon régulière. Étant donné le lien qui existe entre dégradation de la biodiversité et climat, est-ce qu'on peut penser, je ne parle pas d'une fusion, mais à des ponts qu'on établirait fortement entre ces deux types de COP ou une autre évolution possible? On pourrait, mais le problème, c'est qu'il y a un blocage politique à l'heure actuelle pour créer ce pont-là. C'est-à-dire que ça fait partie aussi des nombreux points, alors peut-être sous-points à l'ordre du jour des COP et à Belém, il y a certains pays, et notamment l'Arabie Saoudite et autres, qui se sont opposés à ce genre de pont avec la biodiversité, mais aussi avec la troisième convention, la troisième sœur qu'on oublie un peu, de lutte contre la désertification. Alors, il y a des ponts qui commencent à exister au niveau scientifique entre le travail du GIEC d'un côté et le travail de l'IPBES de l'autre. Après, c'est pas forcément les mêmes communautés, donc vous voyez bien, et pas forcément les mêmes cycles, donc c'est compliqué. Mais d'un point de vue politique, en tout cas au niveau des COP, pour le moment, il peut y avoir des groupes de travail, il peut y avoir des échanges, mais pas d'un point de vue institutionnel. Voilà. Il y a déjà beaucoup de choses à gérer déjà en interne au niveau climat. Mais oui, d'un point de vue efficacité, peut-être que ça ferait sens. Mais... S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Donc, merci à tous les deux pour votre participation. Merci à vous pour votre présence. Merci aussi pour votre participation. Et puis, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes.